Bonjour, nous allons reprendre nos débats. J'aimerais tout d'abord vous dire le plaisir que j'ai d'être ici parmi vous à l'occasion de ce colloque, surtout parce qu'il est organisé par l'association des étudiants du master de droit comparé de la santé, puisque j'avais eu le privilège de lancer, de mettre sur pied ce master à l'époque, ça fait au moins 10 ans maintenant. Avec Anne Laude ici de l'Université de Paris et puis la collègue de King's College. Et alors depuis lors, voilà, il y a un certain nombre d'aléas pour ce master, mais enfin, je suis convaincu aujourd'hui encore de la valeur et de l'utilité de ce programme, à la fois par la dimension de droit comparé et puis par l'apport bilingue de la collaboration avec l'Université de Londres. Voilà, la deuxième session de cette matinée est consacrée à des retours d'expérience et à la formation. Et nous aurons 4 intervenantes lors de cette session. Donc je l'ai pris d'ores et déjà de bien vouloir respecter les 15 minutes de temps de parole, sinon c'est le déjeuner qui en pâtira. Et donc, en tout premier lieu, j'aimerais donner la parole à Séverine Valette, qui est par Zoom avec nous. Séverine Valette est formatrice en éducation thérapeutique du patient au sein des hospices civils de Lyon. Elle est également vacataire auprès des étudiants en médecine de 2e et 3e année à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, où elle enseigne l'éducation thérapeutique du patient. Voilà, je vous donne la parole, Madame Valette, en vous remerciant d'être parmi nous. Je vous remercie énormément pour cette invitation et j'ai grand plaisir à être parmi vous aujourd'hui pour un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc, concernant ma présentation, je vous exposerai un petit peu, du coup, mon parcours de parent intervenant dans un programme de TP, jusqu'à l'accompagnement et la formation des patients intervenants sur le département du Rhône aujourd'hui. Donc, je vous présenterai mon parcours de parent intervenant, je vous présenterai l'UTEP 69, puis le partenariat patient aux hospices civils de Lyon. Je terminerai en vous présentant l'accompagnement et la formation des patients intervenants à l'UTEP 69. Concernant mon parcours de parent intervenant, j'ai découvert l'éducation thérapeutique et les programmes d'éducation thérapeutique en 2011, suite au diagnostic pour ma fille d'une dermatite atopique chronique sévère. Lors de cette annonce de diagnostic, cette consultation, le médecin m'a proposé de participer à un programme de TP. Aux hospices civils de Lyon, ce programme propose des ateliers pour les parents et des ateliers en parallèle pour les enfants. Ce que m'a apporté ce programme de TP, déjà, la compréhension de la maladie et en découle la compréhension du traitement. Mais au-delà de ça, ça m'a permis d'échanger avec d'autres parents qui vivaient la même situation que moi, de pouvoir parler de la culpabilité, puisque je culpabilisais d'avoir transmis une pathologie à mon enfant, de pouvoir gérer le regard des autres, puisque c'est une maladie affichante, mais aussi d'accompagner ma fille aînée, qui n'était pas, elle, malade, mais qui subissait indirectement la maladie, puisqu'elle ne comprenait pas pourquoi nous, en tant que parents, on consacrait beaucoup de temps à sa petite sœur, pourquoi elle ne dormait pas la nuit, pourquoi elle avait le visage et le corps tout rouge. Et cela m'a permis de prendre en compte ce programme aussi de TP au sens large, qu'il fallait accompagner la fratrie, qui souvent sont malheureusement oubliés. À la suite de ce programme de TP, un lien s'était créé avec l'équipe éducative et nous avons continué à collaborer ensemble lorsqu'ils ont créé ensemble des outils pédagogiques. On participait également à de nombreuses vidéos à destination des patients, des parents, des professionnels de santé. Et depuis maintenant de nombreuses années, on prépare ensemble toutes les années la journée de l'eczéma,
qui a lieu aux Hospices civils de Lyon. En 2014, l'équipe éducative m'a proposé d'intervenir en tant que parent intervenant dans le programme. J'ai tout de suite accepté, déjà pour plusieurs raisons, pour remercier l'équipe de tout cet accompagnement, de cette prise en charge, bien évidemment de ma fille, mais aussi de nous, famille, de partager avec les parents des difficultés et comment y faire face, surtout d'un point de vue de la scolarité, partager des astuces et des conseils pour mieux vivre et anticiper la maladie. Donc j'ai décidé en 2014 de me former à l'ETP. J'ai intégré le diplôme universitaire à l'ETP à Lyon que j'ai obtenu en juillet 2015. Malgré l'obtention de l'ETP qui me donnait du coup le droit de pouvoir co-animer au même titre que les professionnels de santé dans des ateliers d'ETP, ça n'a pas été si simple pour moi, puisque je me suis rendu compte que je n'avais pas accepté la maladie de ma fille, que gérer l'effet miroir et les expériences des autres patients était c'était très difficile à gérer. Je ne me sentais pas forcément légitime à co-animer avec un professionnel de santé et j'avais quelques craintes d'avoir des paroles ou d'aller à l'encontre des professionnels de santé. L'équipe a été merveilleuse avec moi puisqu'elle a pris le temps de m'accompagner, proposé d'observer de nombreux ateliers en tant que co-animatrice et nous avons co-construit des ateliers ensemble pour pouvoir les structurer. Il m'a fallu 18 mois environ pour travailler sur moi et pouvoir co-animer réellement des ateliers avec les professionnels de santé. L'unité transversale d'éducation du patient, en mai 2020, j'ai embauché UTEP 69 en tant que chargée d'études à l'ETP. Donc, l'unité d'éducation du patient du départ. Nous sommes une toute petite équipe de 5 personnes où qui suit à temps plein. À la responsable de l'UTEP qui est de formation pharmacien. On a une pharmacienne qui est plus près de l'accompagnement en pédiatrie. Nous avons une psychologue et nous avons une infirmière en éducation. C'est une structure d'accompagnement méthodologique dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation de l'ETP. Nous avons une mission de la créativité et développement des techniques d'animation et nous devons promouvoir l'ETP et les programmes existants sur les territoires. Au sein de notre nous avons fait le choix de dispenser nous-mêmes les formations à l'ETP dont le nom des 40 heures spécifiques. Excusez-moi, madame. En région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a une UTEP. Madame Valette. Oui. Excusez-moi, en fait, vous avez une connexion qui n'est pas très bonne et donc ça fait un son qui est un peu chevrotant. Allô? Oui, est-ce que vous nous entendez? Donc, alors je ne sais plus trop où j'en étais. Je vous disais qu'au sein de l'UTEP du Rhône, nous avons fait le choix de dispenser nous-mêmes toutes les formations en lien avec l'éducation thérapeutique, dont la formation des 40 heures spécifiques aux patients intervenants. Au niveau de l'UTEP, au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a une UTEP par département et chaque UTEP est porté par un centre hospitalier ou un centre hospitalier universitaire. Et pour nous, sur le département du Rhône, notre structure porteuse sont les Hospices civils de Lyon. Je veux bien que vous passiez la diapo suivante, s'il vous plaît.
Donc le partenariat patient aux Hospices civils de Lyon, d'un point de vue historique, en 2018, la direction de la qualité usagée et santé populationnelle a invité tous les patients, aidants, intervenants aux Hospices civils de Lyon pour nous présenter leurs projets et pour qu'on puisse réfléchir ensemble pour pouvoir rendre ce projet concret. En 2019, le partenariat patient a été inscrit au projet d'établissement. Donc, vous retrouvez différents acteurs du partenariat patient. Donc, évidemment, les patients aidants partenaires, donc ils sont bénévoles. Ils signent une charte interne des Hospices civils de Lyon. Ils sont identifiés par les équipes Hospices civils de Lyon et Direction qualité usagée et santé populationnelle. Vous retrouvez l'UTEP, donc l'unité transversale d'éducation du patient, où on accompagne et forme les patients intervenants qui ont aussi un statut bénévole et qui sont formés aux 40 heures au même titre que les professionnels de santé. Vous retrouvez les représentants des usagers, les associations de patients et les instances, groupements, direction des Hospices civils de Lyon. Alors, vous pouvez passer la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, au sein de ce partenariat patient, on retrouve différents profils. Tout d'abord, le profil de père aidant. Il fait part de son expérience, il accompagne le patient dans son parcours de soins. Le profil de patient ressources, il apporte son aide et son regard extérieur à l'organisation du système de soins et l'organisation des soins. On retrouve le patient chercheur qui participe avec une équipe de chercheurs à un projet de recherche. Patient formateur, il construit avec les professionnels de santé des formations et il les anime. Et concernant ce profil particulier, dans le profil patient formateur, vous retrouvez les patients intervenants en éducation thérapeutique, mais aussi les patients enseignants au sein de l'université, auprès des étudiants. Le dernier profil est le patient coach qui accompagne et soutient et forme les patients partenaires. Diapositive suivante. Donc l'accompagnement des équipes au sein de l'UTEP 69. Comme je vous l'ai dit au tout début, donc j'ai mon propre parcours de parent intervenant et depuis 2020, depuis 2020, j'ai intégré l'UTEP 69, ce qui m'a permis d'échanger avec d'autres patients et aidants intervenants qui étaient formés à l'ETP. Et nous avons fait la majorité, nous faisons le même constat que malgré une formation de qualité en ETP, il nous manquait quelques compétences et particulièrement les compétences intrapersonnelles, aussi émotionnelles, comme savoir s'affirmer, identifier ses limites, identifier et mobiliser ses savoirs expérientiels, se sentir légitime à intervenir. Mais j'ai pu aussi en parallèle rencontrer et échanger avec les professionnels de santé qui eux aussi ont aussi des craintes par rapport à ce partenariat sur par exemple le respect du secret professionnel. Est-ce que le patient va intervenir sur le versant maladie, médicale, traitement et puis quelle place, quel rôle pour ces patients intervenants? À partir de ce constat, nous avons décidé au sein de l'UTEP de reconstruire et de remodeler notre formation des patients intervenants. Petite précision, l'accompagnement des patients, l'accompagnement des professionnels de santé, la journée de sensibilisation à l'ETP est animée par la psychologue de l'UTEP et moi-même. La formation des 40 heures pour les patients intervenants est animée par l'infirmière de l'UTEP et moi-même. Et cette infirmière est l'infirmière avec qui je co-anime les ateliers d'ETP. Donc nous avons depuis maintenant 10 ans cette expérience toutes les deux du partenariat patient et de toutes les difficultés que ça constitue. Donc, pour revenir maintenant à notre accompagnement au sein de l'UTEP 69, souvent ce sont les équipes qui identifient les patients intervenants en ETP et elles prennent contact avec nous. Nous allons leur faire parvenir un formulaire dans un premier temps où on leur demande de se réunir en équipe et de réfléchir ensemble à ce que pour chacun des membres, ce qu'est le rôle et
du patient intervenant, quelle est sa place, mais aussi de s'assurer que chaque membre est prêt à accueillir et à intégrer un patient intervenant dans son équipe, sachant que le patient intervenant fait partie intégrante complètement de l'équipe éducative. Si toutefois il y a des réticences, des freins qui sont complètement légitimes, que l'on peut entendre, nous allons, Marion et moi-même, donc la psychologue et moi-même, aller rencontrer l'équipe et les professionnels de santé. Et il arrive parfois que le projet soit repoussé parce qu'il leur faut aussi du temps pour pouvoir intégrer ces patients. Dans un second temps, nous allons aussi accompagner le futur patient intervenant. Pareil, nous allons lui envoyer un formulaire à remplir pour qu'il puisse réfléchir sur, selon lui, quelle va être sa place, quel va être son rôle. Est-ce qu'il parle librement de sa maladie? Et est-ce qu'il va avoir le temps nécessaire, le temps pour la formation, mais aussi pour le temps pour intervenir et co-animer dans les ateliers. Systématiquement, nous rencontrons le patient intervenant pendant 1 heure, 1 heure et demie, où on va pouvoir partager avec lui, répondre à ses questions et qu'il puisse être libre de parler de ses craintes, des freins et vraiment répondre à toutes ces questions. La formation en 40 heures à l'ETP commence chez nous par une journée de sensibilisation, une demi-journée de sensibilisation où le patient intervenant va se présenter à tous les participants en racontant l'histoire de sa maladie. On lui aura envoyé un document en fait où il va pouvoir faire un récit comment on passe de patient à patient intervenant. Une deuxième journée de sensibilisation est sur le programme de ETP. Entre ces 2 demi-journées, nous allons demander aux patients intervenants d'aller rencontrer la future équipe éducative pour qu'elle lui présente la totalité du programme et éventuellement qu'il sache déjà dans quel atelier il va co-animer et avec qui. Ensuite, donc, on continue la formation des 40 heures avec un module sur le bilan éducatif partagé, sur le parcours psychologique du patient, sur l'alliance thérapeutique. Et dans ce module, on propose aux patients aux participants de rencontrer des patients intervenants qui ont déjà été formés et qui ont déjà intégré des équipes et des programmes d'ETP pour qu'ils puissent avoir un espace pour pouvoir échanger ensemble. Le module 2 de la formation correspond à l'élaboration et l'animation de séances individuelles et collectives. Et ce module 2 réunit systématiquement professionnels de santé et patients intervenants. Le module 3 va correspondre au module évaluation, l'évaluation du programme, l'évaluation du patient. Le patient signe à la fin de la formation, donc reçoit l'attestation de formation des 40 heures en ETP au même titre que les professionnels de santé et il signe la charte d'engagement de l'ARS pour pouvoir intervenir dans les programmes d'ETP. Notre accompagnement au sein de l'UTEP ne s'arrête pas à la fin de la formation puisque nous accompagnons encore les équipes et les patients dans l'intégration au sein de l'équipe et nous proposons tout au long après la formation des échanges de pratiques sur la thématique des patients intervenants. Nous proposons 3 échanges de pratiques par an. Un échange de pratiques qui est uniquement ouvert aux professionnels de santé qui ont ou n'ont pas ou envisagent d'intégrer un patient intervenant. Un échange de pratiques uniquement ouvert aux patients intervenants et un 3e échange de pratiques est lui ouvert aux patients intervenants et aux professionnels de santé sur cette même thématique. Comme je vous l'ai dit au début, au sein de l'UTEP, nous dispensons nos formations à l'ETP, dont des formations complémentaires telles que la formation aux compétences psychosociales en ETP et l'entretien motivationnel. Et ces formations sont bien évidemment ouvertes, au même titre que les professionnels de santé, aux patients intervenants.
Voilà. Alors, je vous ai laissé mes coordonnées. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous ai fait une petite bibliographie aussi. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci Madame Valette de nous avoir sensibilisés à l'éducation thérapeutique du patient à travers vos expériences dans le domaine. Voilà, alors nous allons maintenant passer à l'intervention de Madame Michèle Zerdoug. Michèle Zerdoug est chirurgienne dentiste et patiente experte partenaire dans les soins à l'hôpital Bichat Claude Bernard au sein du service de diabétologie. Par ailleurs, vous êtes membre du conseil d'administration de l'Association française pour le développement de l'éducation thérapeutique. Donc, j'ai le plaisir de vous passer la parole. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous remercier de m'avoir invité et puis les différents échanges que nous avons eus. Donc moi, je vais vous présenter la co-construction et la co-animation d'un programme d'éducation thérapeutique en service de diabétologie à l'hôpital Bichat, donc à la PHP. Je voulais juste commencer, parce qu'on parle d'éducation thérapeutique, du TEP, sur juste une définition de l'ETP par l'OMS, qui a pour objectif donc, de former le malade pour qu'il puisse acquérir un savoir-faire adéquat, afin d'arriver à un équilibre entre sa vie et le contrôle optimal de sa maladie. C'est un processus continu. Le patient peut avoir droit à des programmes d'éducation thérapeutique tout au long de sa vie. Et la loi Hôpital Santé Territoire a donné un socle juridique à l'ETP. Alors, mon histoire, c'est d'abord une rencontre avec un chef de service, parce que si un chef de service n'est pas ouvert au partenariat et n'a pas une sensibilité sur les savoirs expérientiels des patients, le partenariat trouvera difficilement sa place. Après, je vous exposerai rapidement le partenariat au quotidien, ses bénéfices et ses limites, le contexte juridique en France et les différentes formations que j'ai faites. Avant, juste une petite question de terminologie. En fin de compte, moi, je suis déclarée à l'ARS comme patient experte. Je suis aussi partenaire du service de diabétologie de l'hôpital Bichat. Je me présente comme partenaire en santé parce que je pense qu'on est patient dans une relation de soins, dans le colloque singulier entre le patient et le professionnel de santé, et qu'en dehors de cette relation, on est partenaire, on est citoyen engagé, on est usager du système de soins, et qu'on apporte au service des savoirs expérientiels, mais pas que, des savoirs professionnels, des savoirs issus des formations, et puis sa personnalité propre aussi. Alors, une rencontre avec un chef de service. Dans mon cas, il y a eu pendant la période du Covid un programme d'accompagnement des patients diabétiques via Zoom qui s'appelait Covidiab. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance virtuelle du service de diabétologie de l'hôpital Bichat, parce que moi je ne suis pas suivie à Bichat, je ne connaissais pas Bichat, ni son personnel, ni l'hôpital. Et j'étais en train de faire les 40 heures d'éducation thérapeutique aussi parallèlement. Donc j'ai envoyé un mail au chef de service en lui proposant de venir dans le service pour faire une formation, les aider, voilà. Il m'a répondu positivement. On a eu un rendez-vous téléphonique qui a duré quand même 1 heure, où je me suis présentée. Il m'a présenté le service et on est tombé d'accord pour qu'il me présente le médecin qui travaillait sur le programme insulinothérapie fonctionnelle qui était en train d'être restructuré. Donc, une première réunion avec l'UTEP, donc l'unité transversale d'éducation thérapeutique, et l'équipe de diabétologie. Ça, c'était un moment fort quand même parce que je me suis retrouvée arrivée face à, il y avait 4 ou 5 personnes, 2 heures d'entretien. Enfin, on ne rentre pas comme ça à l'hôpital. Hein. Je suis ressortie en me disant oui, c'est un véritable entretien d'embauche.
Et à partir de là, j'ai discuté avec le médecin qui était responsable du programme et nous avons décidé d'une période d'observation, c'est-à-dire que le programme était sur 2 demi-journées. Il voulait être développé, donc j'ai assisté à ces 2 demi-journées et après j'ai fait un retour au médecin, à la diététicienne et j'ai fait des propositions. Alors, ces échanges ont duré, on dirait 6 mois quand même, échanges par Zoom, et ça a été, on a mis avec le médecin avec qui je travaille, l'image du ping-pong, parce que ça a été ça. On s'est tout permis au niveau des idées, et si on faisait ça, si on faisait ça, et ça a été vraiment des échanges comme ça, et qu'on a mis après en commun avec le reste de l'équipe, et qui aboutit déjà à se connaître, à construire une relation de confiance et à co-construire un nouveau programme qui, de 2 demi-journées, est passé à 2 journées pleines. Et aussi la co-rédaction d'un livret patient. Il y avait un livret orienté patient-objet et qu'on a transformé en une vision un peu plus patient-sujet. Et alors ça aussi, ça a été long parce que 6 mois, c'est aussi beaucoup de travail. C'est pas que des échanges. Et pour rédiger un livret patient, eh ben, il faut connaître tous les autres livrets qui ont été mis en place à la PHP, les articles qui ont été écrits sur le diabète et tout ça. Donc ça a vraiment été un travail important. Et puis après, c'est un pari, c'est une prise de risque qui est bilatérale, et on sort de cette zone de confort où il y a les professionnels de santé et les patients, et on intègre un tiers, et voilà, on se lance, on essaye, on voit si ça marche, et puis ça a marché. Voilà, alors au quotidien, moi j'interviens sur 4 ateliers. Il y a une journée d'HDJ le mercredi, et puis le vendredi, 10 jours après, une autre journée d'HDJ. J'interviens sur les 2 après-midi, sur des ateliers. Alors, je ne vais pas rentrer dans les ateliers, mais il y en a 2 en binôme avec un médecin, et c'est des médecins différents, et d'autres ateliers, comme l'atelier d'hypoglycémie ou l'atelier « Moi et le regard des autres », où j'interviens seule avec les patients. Cet atelier « Moi et le regard des autres » a été un atelier qui a été fait à la demande des patients, puisque j'animais un atelier d'écriture dans un premier temps. Et la problématique des patients, c'était au travail, c'était en famille, avec l'alimentation et tout ça, et puis dans d'autres structures. Et c'était important pour eux d'échanger et d'en discuter. Donc pour dire que ce n'est pas figé. Il y a une continuité, un échange patient-partenaire, professionnel de santé. Alors les limites et les bénéfices de ce partenariat. Alors les bénéfices pour les patients, je vais rejoindre ce qui a déjà plus ou moins été dit, mais c'est partager donc ces savoirs expérientiels, c'est donner des outils et des postes de réflexion aux patients, et puis c'est d'avoir aussi une attitude un peu différente, horizontale, de pair à pair. Le fait de dire je comprends ce que tu vis parce que j'ai vécu la même chose, alors ce que vous, parce que je vous vois les patients, ça permet d'avoir des relations horizontales. Je suis capable aussi d'aller sur le terrain des émotions et des ressentis. Pour l'atelier hypoglycémie, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Ça permet de donner de l'espoir aux patients parce que, effectivement, moi j'ai 30 ans de diabète, j'ai pas de pathologie chronique, de pathologie chronique associée, parce que c'est quelque chose c'est des questions récurrentes. Donc ouvrir le champ possible par l'identification, développer l'autodétermination, l'échange entre pairs, et d'encourager le pouvoir d'agir, parce qu'il y a beaucoup de patients qui sont à l'arrêt. En diabéto, le diabète arrive, voilà, on arrête tout, activité physique, sport et tout ça. Et voilà, ça permet d'échanger des trucs et astuces qui sont différentes d'un patient à l'autre en fonction du stade de sa pathologie. Et aussi de faire du lien. Quand on a un groupe, c'est pas évident que tous les patients échangent entre eux.
Et le patient partenaire ou le patient expert, parce que j'utilise les deux mots, a ce rôle aussi là de faire du lien au sein du groupe. Pour les professionnels de santé, ça complète l'offre de service. Je fais des feedbacks aux professionnels de santé, dans les deux sens, et des patients. Il y a des patients qui me disent certaines choses que je vais traduire ou transmettre aux professionnels de santé, ce qui permet l'amélioration aussi des différents ateliers et du programme, parce que entre le début du programme et aujourd'hui, ça a beaucoup changé en fonction de tous ces feedbacks. Bon, renforcer le lien avec les patients, la cohésion d'équipe aussi, parce que le fait qu'il y ait quelqu'un qui intervienne de l'extérieur et qui apporte un autre regard, ça permet de faire du lien et de réorganiser un peu l'équipe différemment et de gagner en compétences mutuelles. Moi, j'ai gagné en compétences médicales sur la diabétologie, et puis les médecins ont gagné en compétences en intégrant des savoirs expérientiels dans leur pratique. Après, les limites de ce partenariat. Alors, ces deux points du docteur Carlier et de moi-même, c'est-à-dire qu'elle dit qu'il y a une posture à tenir vis-à-vis d'un patient en tant que professionnel de santé, qui n'est pas la même que celle, c'est-à-dire que le fait d'être patient partenaire et patient dans un même service serait problématique pour elle. Moi, je pense aussi la même chose de mon côté, et c'est pour ça que pour être un membre à part entière de l'équipe de soins, c'est plus favorable de ne pas avoir ce lien patient-professionnel de santé, parce que on peut avoir ce que j'ai mis conflit d'intérêts, c'est de dire, bon, qu'est-ce que je préserve? Mon lien avec mon professionnel de santé, où j'ai toute la liberté de m'exprimer en tant que patient partenaire. Parce qu'on n'est pas dans le conflit, mais on apporte une autre vision. Donc, il y a des oppositions. Et ces oppositions, il faut être à même de les apporter pour que ça permette d'améliorer le programme. À la PHP, j'identifierai une vulnérabilité du patient partenaire qui peut être, parce qu'il est dans une structure de groupe et il est aussi dans une structure sous tension et très hiérarchisée. Il n'y a pas de structure d'écoute si le patient est en difficulté au sein de l'hôpital, donc il sera obligé de le trouver à l'extérieur à ses propres frais. Après, moi, je suis bénévole. Donc ça peut poser des problèmes, moi c'est un choix personnel, ça peut poser des problèmes pour la suite, et c'est vrai que pour pérenniser quand même cette aventure. Et puis il est peut-être aussi difficile d'être partenaire avec toute une équipe. Quand on parle du partenariat, il y a l'image de la danse, c'est 2 personnes. Mais dans une équipe, là, c'est 10 personnes, c'est 4 médecins, 2 diététiciennes, une infirmière. Donc on travaille dans un collectif. Après, peut se poser la question des 40 heures de TP qui financent et de la déclaration à l'ARS. Après, le contexte juridique du partenariat. Alors, il y a des droits à respecter en ETP, qui sont le droit à l'information, le consentement. Le patient n'est pas obligé de suivre des ateliers d'éducation thérapeutique. Normalement, il y a un bilan éducatif partagé et il signe un consentement. À l'hôpital, ça se fait à l'oral. Et il peut arrêter en cours s'il ne se sent pas bien, s'il ne veut pas continuer. Il n'a même pas à donner de raison. Après, le secret médical partagé, qui est à respecter. Il y a une notion de confidentialité aussi. Il n'y a pas de document, mais une confidentialité entre patients partenaires, parce qu'on partage de l'intime, je vais dire. Et quel est le statut du patient expert partenaire? Il n'y a pas de clause de confidentialité non plus. Est-ce qu'il faudra en faire une ou en écrire une ou pas? Je ne sais pas. Alors, l'ETP, elle, fait partie intégrante des soins. Elle est soumise au même régime juridique que tout acte de soins. Donc, pour qu'un patient intervienne dans
dans un programme d'éducation thérapeutique, il doit signer une convention, il doit avoir une convention qui doit être signée entre les différents acteurs. Il y en a une qui existe dans le Code de santé publique et la circulaire DHOS du 4 octobre 2004, mais c'est une convention entre une association et la PHP, et c'est l'association qui permet à des bénévoles de l'association d'intervenir, et ça se fait beaucoup en addictologie. À l'hôpital Bichat, dans le service d'addictologie, c'est ce genre de convention qui est utilisé. Moi, ma démarche est personnelle. Je fais partie du milieu associatif, mais je ne suis pas militante active. Et ça a amené à la création d'une lettre de mission qui est signée entre le directeur d'hôpital et moi-même, définissant le caractère bénévole de ma mission, la couverture des risques garantis par la PHP, le respect du règlement de la PHP, le respect d'hygiène aussi, et le respect du secret. J'ai mis secret tout seul parce que c'est ce qui a marqué sur la lettre de mission. C'était une lettre de mission qui dormait au niveau du pôle juridique. Il a fallu du temps pour l'obtenir quand même. Voilà. Alors mes formations, bon, moi je suis docteur en chirurgie dentaire, hein, j'ai exercé pendant 30 ans. J'ai fait des DU droit, donc le DU santé, droit et société. Ici, responsabilité juridique, dommages corporels et droit d'expertise médico-légale. Donc c'est vrai que pour négocier cette lettre de mission, j'avais des éléments. Voilà, j'avais un petit bagage, on va dire. J'ai fait les 40 heures DTP au GRIEPS en e-learning. J'ai fait des formations à l'UFPP. Il y a aussi l'AFDET qui propose des formations de 40 heures. Les associations aussi qui proposent des associations de 40 heures, parce que ces 40 heures sont soit financées par les associations, soit à titre perso, soit à l'hôpital aussi, peut orienter des patients pour qu'ils fassent ces formations, parce que c'est quand même pas financièrement pas donné. Moi, j'ai fait une formation pratique d'art-thérapie à l'hôpital Sainte-Anne pendant 1 an pour travailler le lien, le collectif. Il y a le pôle ressources Île-de-France aussi qui dispense des formations pour les patients et aussi des formations en binôme, patient-partenaire ou en patient, parce qu'au début, patients professionnels de santé qui veulent envisager un partenariat. Et c'est financé par l'ARS. Ensuite, j'ai fait les fondements du partenariat patient à Montréal en distanciel et formation au partenariat patient professionnel de santé à la faculté de médecine de Lyon. Voilà pour... Enfin, j'ai fait d'autres formations, mais bon, on ne va pas tout raconter. Voilà. C'est pas la bonne flèche. Et bien voilà, j'ai fini. Bon, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci, Madame Zerdoug, de nous avoir présenté votre expérience avec ces différentes dimensions, aussi certaines des difficultés qu'on rencontre dans la mise en place de ces partenariats. On va poursuivre. Nous allons passer maintenant à une 3e intervention, celle de Madame Célia Cardozo, qui est consultante et formatrice en partenariat patient auprès de l'Institut Imagine, guérir les maladies génétiques. Vous êtes titulaire d'un diplôme universitaire démocratie en santé, outillé pour construire l'expertise en santé, qui est dispensé par la Sorbonne. Puis, depuis cette année, vous êtes membre du conseil d'administration de l'Institut Savoir Patient, dont l'objectif est de développer la culture du partenariat en santé. Donc, on se réjouit de vous entendre. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité à participer à ce colloque. Donc, je vais vous présenter maintenant le projet que nous avons avec l'Institut Imagine et qui s'intitule Partenariat patient en recherche. Donc, avant tout, je vais vous présenter ce que c'est que l'Institut Imagine, surtout pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est quelques dates et chiffres clés de l'Institut. Donc, la Fondation Imagine a été créée en 2007 et les membres fondateurs de la Fondation sont donc la PHP, l'INSERM,
l'Université Paris-Cité, la Fondation des Hôpitaux, la mairie de Paris et l'AFM Téléthon. Donc l'Institut Imagine a été labellisé Institut hospitalo-universitaire dès 2011 et a intégré le bâtiment Imagine qui se trouve boulevard du Montparnasse et qui est donc rattaché à l'hôpital Necker Enfants Malades en 2014. Actuellement, le directeur est le professeur Stanislas Lyonnais et le professeur Arnold Munich est président de la Fondation Imagine. En 2019, il y a eu une évaluation par le jury international des IHU qui a notamment pointé du doigt la nécessité de permettre un engagement des patients encore plus important que ce qui était fait auparavant. Et depuis 2020, l'Institut est également labellisé Institut Carnot. Donc au sein de l'Institut, il y a environ 1000 personnels de recherche et de santé, donc rassemblés autour d'une même cause, à savoir guérir les maladies génétiques. Parmi ces 1000 personnels, il y a environ 500 chercheurs, 37 nationalités, 24 équipes de recherche sur site, 18 plateformes technologiques, 4 laboratoires associés donc avec l'hôpital Necker Enfants Malades, donc 2 CIC et 31 centres de référence maladies rares affiliés. Donc je vais vous raconter très brièvement mon parcours dans le partenariat patient. Donc je suis proche aidante. Donc je suis entrée dans la maladie en 2007 et je ne sais pas si moi je m'en suis aperçue très récemment, mais en fait 2007 c'est aussi la création de la Fondation Imagine. Donc je me dis qu'il y a peut-être un premier signe dans cette date. Donc ma fille est née avec une pathologie malformative qui est une maladie rare. Donc les premières années ont été très difficiles à vivre. J'ai dû mettre ma carrière entre parenthèses. J'étais chef de projet à la base. J'ai découvert le TP et ça a été vraiment une porte d'entrée dans le partenariat en santé grâce à la filière santé maladies rares, donc Neurosphinx, qui m'a ensuite proposé de faire la formation 40 heures ETP que j'ai faite. Et là, j'ai vraiment découvert que non seulement j'avais beaucoup de choses à apporter aux professionnels de santé qui étaient demandeurs de mon expertise. Je ne me sentais pas du tout légitime la première journée, mais dès la fin de cette première journée, je me suis dit waouh, on a vraiment des choses à faire ensemble. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai décidé de créer donc l'association Tintamarre pour les familles de patients et pour les patients de la pathologie de ma fille, puisqu'il n'y avait pas d'association. Parce que c'est vrai que ce que je pouvais apporter finalement aux professionnels de santé, je pouvais aussi l'apporter aux autres parents et créer un lien, faire le pont en fait entre les deux. Et en découvrant le partenariat en santé, j'ai vraiment eu envie d'aller plus avant et j'ai continué à me former, donc notamment avec l'Institut Savoir Patient, la formation parents experts qui a aussi été financée par la filière santé maladies rares Neurosphinx. Et en 2021, j'ai eu la possibilité d'intégrer le comité de pilotage du programme Sciences humaines et sociales et rôle sociétal de l'Institut Imagine en tant que présidente d'association, donc en tant que bénévole. Et en 2022, j'ai fait le DU patient formateur au parcours en soins chroniques de l'Université de Bordeaux à la fac de médecine. J'ai participé à la rédaction d'un ouvrage sur le partenariat en santé et je viens de finir là, le DU démocratie en santé à l'UDP de la Sorbonne. Et la thématique de mon mémoire, c'était approche systémique et transverse du rétablissement en pédiatrie, puisque c'est vraiment un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui est très en lien aussi avec ce que je fais maintenant avec l'Institut Imagine. Et voilà, je suis donc missionnée pour l'écriture d'un projet en copilotage avec l'Institut Imagine, dont je vais vous parler tout de suite. Donc c'est vrai que les prémices du projet, c'est vrai qu'il y a déjà un lien historique avec les associations de patients au sein de l'Institut, avec l'AFM Téléthon qui est un membre fondateur. L'Institut Imagine a également participé au Winter School, donc Aurore 10, qui sont des formations pour des patients partenaires. Et il y a bien sûr des liens très forts avec les associations du périmètre de l'Institut, les laboratoires de recherche, puisque c'est des maladies rares, donc il y a peu de patients pour chaque pathologie.
Donc, un des objectifs de la feuille de route stratégique, ça a été vraiment l'ouverture aux associations de patients pour une meilleure implication dans la vie et la gouvernance de l'IHU, encouragée par le jury international donc dans le rapport de 2019 et portée donc par le comité de pilotage de ce programme Sciences humaines et sociales, qui est lui-même copiloté par la déléguée générale de l'Institut Imagine, Laure Bocquet, et Sandrine Marlin, qui est généticienne et coordinatrice d'un centre de référence maladies rares. Donc, au fur et à mesure, plusieurs représentants de patients ont été intégrés donc, au sein de ce COPIL. On est passé de 1 représentant de patients et aujourd'hui, on est 5 représentants de patients au sein de ce comité de pilotage. Il y a déjà eu donc 2 forums d'associations de patients qui ont été organisés justement pour permettre aux personnes concernées de donner leur avis sur les projets de recherche. Et on est en train de développer un programme Interfer pour la rentrée de 2023. Il y a un appel à projet Imagine SHS et maladies génétiques rares qui est en cours. Et on a une volonté d'aller encore plus loin, donc avec des patients partenaires en recherche qui puissent être salariés au sein de l'Institut. Donc c'est vrai que moi j'ai été sensibilisée au partenariat patient, donc comme vous avez pu le voir depuis 2018-2020, et c'est vrai qu'en intégrant le comité de pilotage à l'Institut Imagine, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en parler parce que j'ai senti que c'était vraiment le lieu où ça pouvait se faire. C'est quelque chose qui est venu naturellement. Donc, dès janvier 2022, j'ai fait une présentation de ce que c'était que l'expérience patient en partenariat en santé. Le COPIL s'en est saisi, la direction aussi, hein, il faut dire, s'en est saisie. Et j'ai fait une présentation, donc toujours auprès du comité de pilotage en juillet, en expliquant bien les principes de ce que c'est que le partenariat patient. Et c'est là qu'on a ébauché un plan d'action avec le lancement d'un Monday Séminaire, donc c'était en janvier de cette année, où on a eu la joie de voir plus d'une 50aine de personnes participer et venir assister à notre présentation, parce que j'avais convié Sabine Dutheil à venir avec moi. Et donc, lors des COPIL qui ont suivi, on a décidé de définir un process avec 2 cibles principales, une mise en œuvre dès janvier 2024 et une intégration ambitieuse à la feuille de route stratégique de l'Institut, tout en ayant bien sûr toujours en ligne de mire que c'est une possibilité pour les chercheurs de s'engager dans le partenariat en santé, partenariat patient, mais que ce n'est jamais une obligation. Donc la méthodologie du projet partenariat patient en recherche. Donc c'est vrai que ça a été quelque chose, comme vous avez pu le voir, d'extrêmement progressif, mais engageant, avec une vraie volonté et porté aussi par la direction pour donner une impulsion sur le long terme. Donc la première étape a été la constitution d'une task force multidisciplinaire. Donc cette task force, on voulait vraiment qu'elle nous permette d'avoir une multitude de perspectives. Et je vais vous montrer ensuite qui sont les membres de cette task force. Donc c'est copiloté par 2 personnes, donc moi-même et Maura Samarani, qui est ici également, qui est chargée d'animation des programmes éducation et société de l'Institut Imagine, mais qui était aussi chercheur en recherche fondamentale initialement. Cette task force est composée donc de représentants des différentes parties prenantes, des associations, des parents, des laboratoires de recherche, des plateformes et les centres de référence maladies rares. Et nous avons eu tout de suite la volonté d'intégrer une valence éthique, juridique et la présence de la direction. Parce qu'on estime que c'est vraiment une démarche pilote, innovante, engageante et à responsabilité sociétale, tout à fait en lien avec ce que fait l'Institut Imagine. Donc voici les membres de notre task force. Donc d'un côté, vous avez les représentants des CRMR qui sont donc des médecins-chercheurs. Il y a également des représentants de laboratoires de recherche et de plateformes génomiques.
la valence éthique avec Marie-France Mamzer et Eugénie Sarda, et la valence juridique avec Nathalie Vulins, qui est responsable des affaires juridiques à l'Institut. Donc la task force est composée de 18 personnes. Donc nous avons décidé ensuite en termes de méthodologie de projet, on utilise le design thinking. Donc on a décidé de faire dans un premier lieu une phase d'immersion, c'est-à-dire on avait vraiment besoin d'identifier quels étaient les besoins, les motivations, les niveaux de connaissances, les craintes, les représentations, les freins, aussi bien des chercheurs que des médecins-chercheurs, que des patients ou des associations. Donc on a construit ensemble un outil d'analyse qualitative et quantitative avec l'élaboration d'une trame d'entretien semi-dirigée qui ont été menées déjà. Avec Maura, on en a mené plus d'une vingtaine, donc auprès de chercheurs, de parents, de patients partenaires en recherche dans d'autres structures, de personnalités qualifiées en partenariat patient, et puis bien sûr des chercheurs engagés dans le partenariat. On a également élaboré un questionnaire qui a été diffusé auprès des équipes de l'Institut Imagine et des membres des associations donc KCNB1 France et Tintamarre. Et on a eu donc sur 500 chercheurs et environ une cinquantaine de membres d'associations, on a eu 100 réponses. Donc les premiers résultats que je vais vous présenter, donc ça c'est les résultats qui ont été obtenus suite aux entretiens, donc auprès 13 chercheurs, 3 responsables de CRMR et 6 parents. Donc les problématiques qui ont été identifiées, c'est vraiment côté chercheur, l'expérimentation animale, les aspects juridiques et le temps long de la recherche. Côté parents, ça a été la méconnaissance de la recherche, le désir et le besoin d'aider et le temps long de la vie avec la maladie. Et en commun, ce qu'on a retrouvé en systématique, c'est une méconnaissance de ce que c'est que le partenariat patient en santé et encore plus en recherche, et beaucoup de craintes d'incompréhension mutuelle, basées probablement sur des représentations, dont le côté émotionnel de la part des chercheurs et la prise de distance nécessaire pour les parents. Je pourrais en dire beaucoup plus, mais comme je sais que le temps est limité, voilà. J'espère avoir un peu de temps pour répondre à vos questions si vous en avez. Les aspects juridiques, éthiques et de sécurité concernant l'application des patients dans la recherche. Alors c'est vrai qu'on a commencé à réfléchir à ces sujets depuis le début. On commence à avoir un petit peu des orientations. Donc le contrat de travail, de toute façon, doit inclure une clause de confidentialité. Et justement, il y a un document qui a été publié par la HAS cet été, puisque ça date du 13 juillet, et qui dit, et qui redit plutôt, qu'au terme de la loi pénale, tout usager intervenant dans le système de santé en qualité de représentant des usagers ou de partenaire dans l'une ou l'autre des démarches d'engagement en santé est tenu au respect du secret dû aux données personnelles dont il a eu connaissance par fonction ou par mission temporaire. Il y a également donc soit un contrat de travail, soit une facturation de frais de mission. C'est par exemple mon cas où j'ai un contrat qui inclut une clause de confidentialité. Pour les patients partenaires ne pouvant ou ne souhaitant pas être rémunérés, il faudra prévoir probablement une convention d'accueil avec 2 niveaux identifiés, le défraiement ou le bénévolat, mais avec la possibilité de valoriser des heures de bénévolat, notamment dans le cadre associatif. Quel que soit le mode de rémunération, dès lors que des usagers sont placés en situation professionnelle au sein du système de santé, quoi qu'il en soit, ils sont tenus au secret professionnel. Et ça, c'était important de le rappeler, notamment pour les chercheurs qui ont beaucoup d'interrogations à ce sujet. Après, il y a évidemment d'autres aspects, notamment donc, en termes de sécurité, les patients partenaires, au même titre que toutes les personnes finalement qui interviennent au sein de l'Institut, doivent être informées et formées à la prévention des risques généraux et spécifiques au laboratoire de recherche. Risques qui vont être les risques biologiques, chimiques, biochimiques, la radioactivité, le laser, l'animalerie, etc. Donc il y a plusieurs niveaux en fait de sécurité. Donc nous, on est en train de réfléchir justement à quel niveau de sécurité pourront accéder les patients partenaires et à quel niveau ne pourront-ils pas accéder.
Évidemment, je mettrai un bémol sur cet évidemment que j'ai écrit, mais j'ai réfléchi depuis. Un patient partenaire en recherche ne doit pas être inclus directement ou indirectement dans l'étude dans laquelle il va s'impliquer pour des raisons éthiques plus que juridiques. Et nous, avec vraiment le COPIL, on envisage de faire valider en fait tout le projet par le Conseil de déontologie et d'éthique de l'Institut Imagine avant son lancement pour être sûr voilà, au niveau de la valence éthique. Et je reviens juste donc sur cette histoire que le patient partenaire ne devrait pas être inclus directement ou indirectement dans une étude. Je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir réfléchir vraiment ensemble, parce que c'est aussi se priver finalement d'une expertise unique. On parle de disqualification des experts. Et là, il faudra vraiment identifier quels pourraient être les biais éventuels à l'intervention finalement d'un patient partenaire sur une recherche qui le concerne directement ou indirectement. Dans les maladies génétiques, c'est souvent les proches qui sont atteints. Et je pense que voilà, les discussions sont encore ouvertes. Donc vous aurez compris qu'on est vraiment dans une démarche extrêmement progressive. Et qui s'enrichit vraiment au fur et à mesure de notre parcours et de notre cheminement ensemble. Donc la prochaine étape, c'est une phase d'idéation. Donc on a déjà une date pour une demi-journée d'atelier de production d'idées. On a également courant novembre un workshop d'une demi-journée donc avec le responsable du service Sciences et Sociétés de l'INSERM qui se saisit aussi du sujet du partenariat patient. Et nous avons rendez-vous la semaine prochaine au ministère de la Santé pour présenter notre projet. Et parce que nous savons que les Québécois sont très très en avance par rapport à nous, on a rendez-vous également pour une visio patient partenaire avec le CHU de Sherbrooke, voilà, que Laure Bocquet a eu l'occasion de rencontrer lors d'un voyage de travail récemment et qui ont très envie aussi de partager leur expérience, puisqu'eux ont créé un comité de patients partenaires en recherche. C'est plus de la recherche clinique, néanmoins pour nous c'est vraiment aussi extrêmement inspirant. Donc juste, je voulais finir ma présentation avec quelques verbatims parce que c'est aussi ce qui nous conforte finalement dans notre désir de continuer et d'avancer sur ce chemin du partenariat. Donc c'est des verbatims qui ont été écrits suite au questionnaire. Voilà, je trouve que c'est une belle initiative qui faisait défaut. Continuez, merci. La démocratisation d'une telle pratique ne peut être que bénéfique à tous les participants. Démarche très intéressante à développer. Voilà, motivation accrue pour les équipes, super idée, meilleure communication, que des bénéfices. Voilà. Et dans ce questionnaire, nous avions demandé, souhaiteriez-vous être associé aux actions qui seront menées dans le cadre du projet ? 79 personnes ont répondu oui. Donc, c'est extrêmement encourageant. Et donc, j'espère pouvoir vous tenir au courant de l'avancée de ce projet. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci, Madame Cardozo, de nous avoir présenté une autre expérience encore, celle de cette fondation Imagine et de son programme de patient partenariat en recherche. C'est une autre dimension. J'espère que tout à l'heure, on aura l'occasion de voir effectivement ce que ces différentes expériences ont à la fois en commun, mais ont aussi de différents, compte tenu du contexte dans lequel ces expériences s'insèrent. Il est temps maintenant de donner la parole à notre dernière intervenante de cette session, qui sera en ligne. C'est Madame Nolwenn Tournière, qui est formatrice patient partenaire à l'École des hautes études en santé publique, où elle forme différents publics tels que les élèves directeurs d'hôpitaux et les directeurs de soins. Et puis, Madame Tournière, vous enseignez aussi à l'Université Sorbonne Paris-Nord et êtes chargée de mission pour le développement du partenariat usager professionnel chez CAPS Bretagne, une structure régionale d'appui. Voilà, je vous donne la parole en vous remerciant d'être à distance parmi nous. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, merci. Bonjour.
Ok, super. Merci pour cette invitation. Et j'ai le privilège de terminer et en même temps, j'ai le devoir de pertinence dans ces 10-15 prochaines minutes. Donc, je vais essayer cet exercice. Donc, merci pour cette invitation. Je suis ravie de venir parler en fait d'expériences que j'ai parmi vous. Je voulais juste préciser par rapport à la présentation de Monsieur Guillot et ce qui est écrit dans le programme. C'est vrai que je ne suis pas enseignante patient partenaire, je suis patiente partenaire enseignante. Donc, ce qui induit des petites choses différentes, c'est-à-dire que vraiment mon prisme d'entrée, c'est que moi je suis patiente. Donc, on m'a découvert mes maladies à l'âge adulte. Donc, j'ai 3 pathologies chroniques et auto-immunes et j'accompagne 3 de mes enfants aussi dans des parcours complexes. Donc, vous voyez bien que j'ai une connaissance du système de santé, vraiment côté usager, j'ai aucune formation de professionnel de santé. Aujourd'hui, plus précisément, parce que c'est pas l'entièreté de mes missions de la semaine, mais aujourd'hui, plus précisément pour vous, on m'a demandé de venir faire des retours d'expérience sur ce qu'est le partenariat auprès des futurs professionnels de santé ou alors des professionnels de santé déjà en poste, donc c'est-à-dire en formation initiale et en formation continue. Et je me suis dit que pour vraiment que vous voyez ce que ça pouvait être, je vais vous raconter en fait ce que ça peut être une intervention en formation initiale. Donc par exemple, en prenant le cas de groupes d'échange de pratiques que je co-anime depuis 3 ans maintenant auprès des jeunes internes en médecine générale. Et puis à l'EHESP, comme vous le disiez tout à l'heure, Monsieur Guillot, je prendrai l'exemple effectivement d'une unité d'enseignement que je co-anime aussi auprès des directeurs de soins. Donc, je vais commencer par la formation initiale. Pour vous expliquer comment moi je suis arrivée là-dedans, ayant découvert mes pathologies à l'âge adulte et voyant une grosse différence entre moi, ce dont j'avais besoin en tant qu'adulte et les réponses dont j'avais besoin, et ce que le système de santé, sans mettre l'accent sur les professionnels de santé, mais le système de santé en règle générale m'offrait comme réponse, je voyais bien qu'il y avait un bon gap et je me demandais comment moi, de mon point de vue, quel pouvoir d'agir j'avais pour justement diminuer ce fossé et trouver déjà des réponses pour moi évidemment, mais aussi pour les personnes qui étaient concernées par les mêmes défis de santé que moi. Je me suis intéressée à l'éducation thérapeutique. Donc, vous avez eu 2 intervenantes tout à l'heure qui vous ont expliqué l'intérêt de l'éducation thérapeutique, qui est vraiment de partir du besoin des patients. Et je me disais, tiens, ça c'est vraiment une approche qui m'intéresse. Donc, je me suis formée à l'éducation thérapeutique. Lors de ma formation en éducation thérapeutique, comme je le faisais en présentiel à l'époque, c'était bien avant le Covid, et avec beaucoup de professionnels de santé, là, j'ai découvert ce que c'était que travailler ensemble, des projets et avec des professionnels de santé et des usagers. C'est-à-dire que j'étais plus seule à penser mon problème ou ma problématique, ou le professionnel de santé n'est plus seul à vouloir développer son programme d'éducation thérapeutique, on était ensemble. Et là, moi, j'ai découvert en fait le partenariat. Pour vous dire aussi que à la fin de ce DU d'éducation thérapeutique, moi, je me sentais pas légitime d'accompagner des pairs sur une de mes pathologies, c'est le diabète de type 1. Moi, je l'ai découvert à 36 ans. La majorité des personnes qui découvrent un diabète de type 1 aujourd'hui, ils ont entre 5 et 15 ans. Donc, moi, à 40 ans, j'avais 4 ans d'expérience de vie avec la maladie, quand à 40 ans, la plupart ont 25-30 ans de vie avec la maladie. Je me sentais pas légitime, peu importe les conditions, mais je me voyais pas accompagner des pairs sur l'empowerment autour de la maladie. Par contre, ce que je me voyais faire, c'est faire le pont entre les professionnels de santé et mes pairs pour expliquer les mots, pour expliquer les ressentis, les émotions qui pouvaient être vécues lors de tel stade, lors de tel défi. Et ça, je me sentais bien de le faire. Et c'est là où je me suis dit, tiens, accompagner des professionnels de santé à mieux comprendre, mieux s'arrêter sur une situation, voir d'autres enjeux qu'ils n'ont pas dans leur scope, des choses comme ça, je me sentais légitime à faire. Et c'est pour ça que je me suis intéressée à l'enseignement des professionnels de santé, que ce soit en formation initiale et formation continue. Donc, je rezoome maintenant sur la formation initiale. On m'a proposé un jour de venir co-animer avec un médecin généraliste enseignant des groupes d'échange de pratiques d'étudiants internes en médecine générale. Donc, vous savez, la dernière partie des études des médecins, c'est justement plusieurs stages de 6 mois dans différents services. Et quand ils ont fait le choix d'être médecin généraliste, ils ont un passage en libéral et 6 mois chez un maître de stage en cabinet libéral. Durant ces 6 mois,
les facultés de médecine leur imposent qu'une fois par mois, 3 heures dans une journée par mois, ils viennent faire des analyses de pratique. Alors, c'est pas si analyse de pratique, mais tout du moins des échanges de pratique sur un cas, une situation qui, eux, leur a posé problème, leur a posé question, les a laissés un petit peu dubitatifs par rapport à une consultation qu'ils ont vécue ou qu'ils ont effectuée. Et à partir de là, ils sont entre 8 et 10 étudiants qui se retrouvent pendant 6 mois, donc tous les mois. Et ce groupe, il est co-animé aujourd'hui à la fac de Rennes entre un médecin généraliste enseignant et un patient enseignant. Donc, au début, c'est un petit peu sidérant pour les futurs professionnels de santé, ou les professionnels de santé en herbe qui sont. C'est leur premier stage, voire leur deuxième. Des fois, ils ont fait un passage aux urgences, mais c'est vraiment la première fois qu'ils commencent à être indépendants sur des consultations. Et c'est aussi la première fois qu'ils ont, pour la plupart, un patient devant eux, en petit comité, qui va écouter leurs propres difficultés qu'ils ont eues la veille ou il y a une semaine avec un patient dans le cabinet. Donc on leur demande en amont de cette réunion-là d'écrire en fait ce qui s'est passé, très factuellement, anonymement, mais d'écrire ce qui s'est passé, ce qui leur a posé problème, quelles ont été peut-être leurs émotions ou leurs difficultés, soit techniques, soit émotionnelles face à la situation, et de faire un minimum de recherches aussi, des recherches bibliographiques, des recherches peut-être dans les mémoires, voir s'il y a déjà des solutions ou des protocoles qui existent sur des situations similaires. Donc ils exposent leur situation devant tout le monde, et après, vous voyez, le pot commun, on commence à questionner et on essaye de les faire avancer sur justement leurs réflexions. D'une part, c'est la première fois qu'on leur demande de se poser sur une situation et d'avoir une démarche réflexive sur leur propre pratique. On leur demande aussi de se poser la question quel futur professionnel de santé ils ont envie d'être. Ils n'ont pas nécessairement envie d'être pareil que leur maître de stage qu'ils accompagnent et qu'ils voient au quotidien. Et puis, c'est la première fois qu'ils ont ce genre de réflexion, surtout avec un patient autour de la table. Donc, comme je vous disais, la première rencontre sur les 6, elle est assez déroutante pour la plupart. Parfois, il y en a qui arrivent avec un peu de défiance, en se demandant un petit peu est-ce qu'ils vont être jugés déjà par leurs pairs, les étudiants aussi qui sont autour de la table, qui n'ont pas nécessairement tous les mêmes difficultés. Et puis, en plus, avec un patient qui a un regard patient. Donc, c'est très, très, très technique. La première réunion, c'est pas la plus intéressante quand on est patient, parce que c'est très technique, c'est très médical, et souvent finalement, il y a très peu d'apports que moi je peux apporter. Par contre, on voit tout de suite à partir de la deuxième, les étudiants trouvent l'intérêt du patient enseignant autour de la table, et tout de suite on arrive sur la communication, sur la relation de soins. Sur un exemple concret, moi qui m'est resté, parce que c'est sorti vraiment la première fois il y a 3 ans, c'était un interne qui nous expliquait qu'il a reçu un monsieur en urgence au cabinet à 19h, 19h15 un vendredi soir, donc juste avant la fermeture du cabinet. Et ce monsieur, cet interne a conseillé à ce monsieur d'aller directement aux urgences en fait, parce qu'il avait peur pour son cœur et qu'il n'était pas sûr, mais que lui, sa préconisation, c'était d'aller aux urgences. Donc la fin de la consultation, c'était ça, sa préconisation, et que le patient lui a répondu: je ne peux pas, j'ai mon chat à la maison et j'ai personne pour en prendre soin. Donc j'irai aux urgences demain, mais là il faut que je rentre, j'ai mon chat à la maison. Et ça, fondamentalement, cet étudiant, ça l'avait marqué parce qu'il s'est senti pas pertinent, il s'est pas senti capable de convaincre le patient que c'était plus important d'aller à l'hôpital aux urgences plutôt que de rentrer chez lui. Donc vous voyez, on arrive dans une discussion, finalement c'est pas la thérapie ou c'est pas ce qu'il lui a dit, c'est comment tu as réussi à entrer en relation. Est-ce que tu fais pas mal ton travail? Pourquoi tu n'as pas réussi à sensibiliser le patient ou pourquoi tu l'as sensibilisé en fait? Il a peut-être très bien compris, ce patient, que c'était important d'aller aux urgences, mais lui, de son point de vue, il a priorisé le fait d'aller s'occuper de son chat. Donc c'est le genre de discussion qu'on a dès la deuxième rencontre et jusqu'à la 6e. Ce type de discussion, pour en discuter maintenant avec les médecins enseignants avec qui je co-anime et qui animaient déjà seuls avant, ils les avaient pas en fait, cet espace-là. Cet espace de discussion et ce décalage vers la communication, la relation de soins et aussi quel professionnel de santé j'ai envie d'être pour mes patients, c'est pas le type de discussion qu'ils avaient avant d'introduire des patients enseignants à leur côté pour co-animer ces séances. Donc voilà le type d'enseignement et de retour qu'on peut avoir en formation initiale. Ce que nous disent les étudiants, c'est que c'est la première fois dans leur parcours qu'ils peuvent avoir un patient qui n'est pas alité,
qui n'est pas dans leur patientèle, qui ne fait pas partie de leur famille, ou tout du moins ils ne se sentent pas jugés, qui les amène à réfléchir sur leurs pratiques sans nécessairement donner la solution, parce qu'il n'y a jamais la solution, il n'y a pas la réponse. L'important, c'est de se poser la bonne question, déjà, pour pouvoir avancer soi. Donc voilà le type de choses qu'on fait et qu'on a développé sur Rennes. Aussi, ce que je voulais vous partager sur notamment cette expérience-là, c'est qu'on ne vient pas chercher le fait que je sois diabétique, par exemple. C'est pas parce que je suis diabétique que je fais partie de ce groupe-là ou que je co-anime ce genre de groupe. Et d'ailleurs, la plupart des élèves et des étudiants, ils le savent pas. Je me présente en tant que patiente partenaire, mais je présente ni mes pathologies et rarement les pathologies de mes enfants. Je les utilise à bon escient quand je vois que ça peut aider à franchir un cap ou ça peut amener d'autres questionnements ou une autre vision, mais on ne vient pas me chercher parce que j'ai un type de maladie ou un type de parcours en santé. On vient me chercher parce que j'ai au quotidien la gestion de la vie avec des défis en santé et avec au quotidien et même heure par heure ma vie qui est régie par la santé. Donc voilà, pour la nuance. Je vais basculer maintenant formation continue parce que c'est bien beau de sensibiliser tous ces faux professionnels de santé, que ce soit infirmières, kinés, médecins, en formation initiale, à faire du partenariat avec les patients. Mais si après ils arrivent dans des institutions et que ces mêmes institutions, avec leurs responsables, leurs directeurs de soins ou leurs directeurs d'hôpitaux, ne leur laissent pas ces espaces pour faire du partenariat, vous voyez bien qu'on leur offrira tout un champ des possibles qui deviendra complètement impossible d'arriver dans l'institution. Donc c'est important d'intervenir dans chaque strate. Donc une autre forme de strate, c'est effectivement d'intervenir à l'école des hautes études en santé publique, qui forme les hauts administratifs aussi, c'est-à-dire les directeurs d'établissements sanitaires, médico-sociaux, les directeurs de soins, les cadres de santé, les administratifs. Donc pas les soignants en tant que tels, mais par contre tous ceux qui vont régir les plannings, les directions, les visions stratégiques des établissements. Donc dans cet établissement-là, donc le HESP, il y a une formation de directeurs de soins. Donc les directeurs de soins, ce sont des professionnels de santé qui sont montés en hiérarchie pour être cadres, donc cadre d'un service, puis après peut-être encore un plus grand cadre et qui prennent la direction de tout un service. Ça peut être un service qualité, ça peut être un service ressources humaines, ça peut être un service... Enfin, ils prennent une direction d'un service dans un établissement sanitaire. Donc, c'est généralement des profils, vous voyez, qui ont une quarantaine, qui connaissent bien le système de santé, qui connaissent bien ce qu'est aussi la relation de soins, puisqu'ils ont été professionnels de santé. Et voilà. Donc, on les accompagne sur 25 heures à peu près à la démarche du partenariat et à l'engagement des usagers. On leur dit qu'aujourd'hui, ils ont une mine d'or qui est les retours d'expérience des patients, qui souvent c'est les plaintes et réclamations, donc ça ils en ont tous dans leurs établissements, et que c'est une mine d'or pour améliorer simplement leurs pratiques et leurs organisations. On parle beaucoup de l'amélioration continue de la qualité, et souvent on nous demande par quoi on commence et qu'est-ce qu'il faut faire, et parfois même on investit des sommes assez considérables sur l'amélioration et sur des outils pour récolter des informations pour améliorer. Et aujourd'hui ils ont certains outils, ils les ont déjà dans leurs établissements, c'est par exemple les plaintes et réclamations. Donc en fait, ce qu'on les accompagne à faire au cours de ces 25 heures qui sont, on va dire, sur 3-4 mois, c'est par exemple partir des plaintes, mais ça peut aussi être partir de toute autre chose, mais c'est d'aller dans l'établissement où ils sont en stage et d'aller à la rencontre des usagers. On leur impose en fait. Leur devoir et leur évaluation, c'est ça, c'est aller à la rencontre des usagers, des représentants des usagers, des associations, et écouter leurs besoins. Qu'est-ce que vous pourriez co-construire ensemble, mais à partir de leurs besoins, pas à partir du besoin que vous imaginez en tant que direction d'établissement, ou pas à partir du besoin que vous avez entendu des médecins qui sont dans vos services ou des infirmières ou des cadres et tout ça. Partez vraiment du besoin des usagers de votre établissement. Parce que ce qu'on essaye aussi, ce qu'on voit empiriquement, c'est que on a quand même plus de chances d'être au bon endroit si on part et d'avoir la réponse la plus satisfaisante si on part du besoin des personnes concernées et qu'on co-construit avec elles
ces solutions, on a plus de chances d'avoir une solution efficace, pertinente, au bon endroit, dans la bonne temporalité, que si on s'imagine des besoins qui sont peut-être vrais, mais peut-être pas vrais, et qu'on s'imagine des solutions et qu'on les propose finalement, in fine, à l'usager. Mais cette démarche-là, elle n'est pas du tout intuitive et elle n'est pas inscrite en fait. On voit bien, elle est pas inscrite dans les formations initiales encore et pas formation continue. Donc c'est vraiment un nouvel apprentissage et un nouveau paradigme. Donc ce qu'on leur impose, c'est de faire ça en groupe et de venir ensuite présenter au reste de la promotion qui ils ont rencontré, ce que ça leur a pris, quelle perspective ça leur donne, est-ce que c'est un projet, est-ce que c'est juste une idée, est-ce que c'est une solution, enfin voilà, comment ils ont pris cette architecture-là. Et aussi avec le pari de se dire, une fois qu'ils auront franchi cette étape, d'être allés vers l'autre, d'avoir questionné l'autre et de voir tout l'intérêt de cette approche complémentaire, et bien finalement ça va leur donner envie de faire ça dans l'établissement où ils seront affectés quelques mois après. Donc, c'est vraiment, d'un point de vue pédagogique, c'est les forcer par une évaluation, parce qu'on est côté enseignant, donc on donne une évaluation. Donc, les forcer en tant qu'enseignant à faire cette démarche-là dans le cadre de leur stage et susciter, du coup, un passage à l'acte qui pourrait être réitéré parce qu'ils vont dire, tiens, finalement, j'ai beaucoup appris, ça m'a pas pris tant de temps que ça. Finalement, des usagers, il y en avait plein qui étaient partants pour m'aider et pour travailler les questions avec moi. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses qui déconstruisent eux-mêmes en faisant. Le learn by doing. Donc, voilà en gros le genre de mission en tant que patiente enseignante, en tant que patiente formatrice, sur lesquelles j'interviens. 2 minutes pour vous faire la synthèse sur le fait que j'insiste pour être toujours en co-animation. Là, j'interviens toute seule aujourd'hui, c'est assez rare en fait, même sur les colloques. J'interviens toute seule. Je ne vois pas l'intérêt de parler du partenariat seul. Si les patients commencent à parler partenariat seul, alors que depuis des années, on dit arrêtez de parler partenariat, vous les professionnels de santé. Vous voyez ? Donc, intervenir à deux, c'est montrer aussi la complémentarité des approches. Je ne peux pas montrer la complémentarité seule en tant que patiente. Il me faut l'ingénieur qualité à côté de moi, il me faut le médecin, il me faut l'infirmière, il me faut la personne qui complète justement ce regard. Donc, je pense que c'est une des vigilances et ça qu'il faut avoir. J'entendais tout à l'heure Michel qui parlait rémunération et bénévolat. Effectivement, moi aussi, c'est à mon quotidien, je jongle entre les deux. Par exemple, en formation initiale et à la faculté aujourd'hui, alors ça fait 3 ans que j'interviens des heures et des heures. Je suis entièrement bénévole, voire ça me coûte, puisqu'il faut que je fasse garder mes enfants et je vais à plus de 100 km de chez moi sur des demi-journées, voire des journées complètes. Donc, vous voyez aussi tout le côté don de soi. Et en même temps, à l'EHESP, je suis payée et bien payée. Donc, quelque part, dans certains systèmes et dans certaines institutions, c'est totalement possible parce que j'ai exactement le même statut et la même possibilité d'être rémunérée. Et il y a une institution qui peut et pas l'autre. Donc, voyez un petit peu aussi avec quoi on jongle. Et enfin, je me disais pourquoi le droit et le juridique est important pour moi. Par exemple, aujourd'hui, justement, c'est pour cette stabilité. Aujourd'hui, quand même, le visage des patients partenaires en France, il est, vous l'avez vu tout à l'heure autour de la table, on est toutes plutôt assez diplômées en fait, et limite surdiplômées par rapport à parfois certaines missions qui devraient être accessibles à bien plus de patients partenaires qui n'ont pas besoin de passer par 2 DU, 3 masters. Je suis bien placée, moi aussi je cumule des diplômes là-dessus. Donc je trouve que et ça c'est le juridique qui va pouvoir nous aider aussi, c'est-à-dire stabiliser le fait que quand on intervient quelque part, on est aussi assuré, on a un minimum de défraiement, on a un statut, on a tout ça, on a vraiment ça à travailler aujourd'hui avec vous de ce point de vue-là. Si ça vous va, je ne vous entends plus et le colloque où je suis commence à passer à table, donc je suis navrée du bruit qu'il peut y avoir derrière moi. Merci Madame Tournière de nous avoir présenté votre expérience dans la formation en insistant sur cette dimension d'échange et de cette dimension collective. La pause déjeuner aurait dû commencer il y a plus de 20 minutes. Alors, 2 questions, rapidement. À qui puis-je donner la parole? Oui.
Je voudrais vraiment vous remercier pour les 4 présentations. C'était très, très, très enrichissant. Et puis, vous étiez très complémentaires. Et vraiment bravo aussi au choix fait par l'équipe qui organise le colloque. Moi, je vais surtout peut-être réagir à certains propos. Je vais commencer par celui de Michel, où vous avez expliqué que c'était difficile d'intervenir dans son propre service quand on est soi-même suivi pour une pathologie. Nous, on rencontre effectivement aussi les mêmes problématiques, mais on appelle ça des conflits de rôle. Donc, effectivement, la capacité de pouvoir endosser plusieurs chapeaux en même temps. Mais c'est quelque chose qu'on demande aussi aux professionnels d'endosser. Ils doivent être professeurs, chercheurs et cliniciens. Et les patients aussi se retrouvent à être chercheurs, intervenir en clinique et aussi en formation et être patients. Et je pense que c'est une nouvelle gymnastique à trouver pour les patients, d'être capables de pouvoir bien comprendre les chapeaux qu'ils ont et que ces chapeaux-là aussi soient bien compris par les professionnels avec lesquels ils interagissent. Et vous avez dit quelque chose de très intéressant et que on a retrouvé nous-mêmes dans nos propos, c'est que la relation clinique-thérapeutique est toujours prime sur les autres relations. Donc ça, c'est quelque chose à toujours préserver, mais il y a aussi une capacité de pouvoir mettre des chapeaux différents. Donc, il faut être capable de pouvoir le faire. Je pense que ça vaut la peine parce que quand on est patiente dans son propre service, que ce soit en tant que patient accompagnateur ou en tant qu'éducateur pour l'éducation thérapeutique et autres, on apporte quelque chose de vraiment intéressant parce qu'on connaît bien l'équipe et on est capable de pouvoir faire passer des messages que des personnes venant de l'extérieur ne pourraient pas passer exactement de la même façon. Donc, ça demande, c'est des tensions qui ne sont pas simples à réconcilier, mais qui, je pense, en tous les cas, peuvent être excessivement riches si on est capable de pouvoir en parler et de faire des arbitrages et de voir de quelle manière on est capable de passer au-dessus de ces conflits de rôle qui ne sont pas des conflits éthiques comme on l'entend d'habitude. Et aussi l'histoire de Célia sur pas être sujet de recherche. Ça aussi, je trouve que c'était un sujet très pertinent. Je vais juste partager un projet sur lequel on travaille actuellement, qui est sur l'utilisation du cannabis médical en situation donc, de sclérose en plaques. Et donc, on a des patients qui travaillent avec nous depuis le départ sur le projet. Et on s'est posé la question de savoir est-ce que les patients devaient ou pas tester le cannabis dans le cadre de ce projet. Et on s'est dit qu'il n'allait pas être inclus dans l'étude, mais que c'était quand même pas inintéressant qu'ils puissent toucher le cannabis pour être capable de pouvoir en parler et de savoir de quoi on parle quand on parle de l'étude. Je veux dire, si on les inclut comme sujet, comme partenaires de notre recherche, mais qu'en même temps ils soient pas capables de comprendre de quoi on parle, c'est pas évident non plus, parce qu'on demande aussi à nos patients d'être des recruteurs de patients, parce qu'on fait le recrutement des patients par l'intermédiaire de patients qui ont la sclérose en plaques et qui peuvent aussi parler finalement de ce que c'est que le cannabis parce qu'ils l'ont testé. Donc bon, j'amène ces éléments-là là, juste pour amener une conversation, pour dire que de temps en temps, quand on se retrouve dans des enjeux comme cela, il y a peut-être des voies de passage qui peuvent être intéressants à regarder. Merci. Est-ce que vous souhaitez réagir? Alors, ce sera la dernière question de la matinée. Alors, s'il n'y a pas de questions, je n'ai pas passé avant. Je voulais vous remercier toutes les trois. C'est vrai qu'il y a quelque chose sur la complémentarité. 2 commentaires. Un, effectivement, comme notre dernière intervenante, demain j'interviens en ETP à la Croix-Rouge sur l'annonce du sida, à titre bénévole et gratuit. Et après, j'ai réussi à trouver une mission sur la structure dont je vous parlais, sous soins et santé, qui sera rémunérée. Donc les 2 sont possibles. Attention à une chose, très souvent on veut nous résumer à l'ETP. J'ai dû squeezer certains éléments tout à l'heure, et excusez-moi pour un peu le brouillon de ma présentation. J'ai vu au niveau de l'ARS un interlocuteur tout à fait honorable, etc. Pour lui, le patient partenaire n'a sa place qu'en ETP. Et dans un système où l'enseignement va nous arriver d'en haut, on va nous expliquer comment être. Donc, on perd quelque chose de l'idée du patient partenaire où on est quand même au moins dans des allers-retours. Lorsque j'ai fait mon mémoire, j'ai interviewé une vingtaine de soignants. Le CLB, le Centre Anti-Cancer de Lyon, m'a ouvert toutes ses portes. Et j'ai eu différents interlocuteurs et interlocutrices. Tous trouvent ça génial, le patient partenaire, mais là où ça les arrange. Donc un me dira, pour l'architecture, un oncologue, je me rappelle très bien, et vraiment j'ai adoré cette personne, je ne suis pas dans un oncologue, de m'expliquer, pour l'architecture, pour les futurs bâtiments, on a besoin de vous. Mais par contre, dans mon bureau, jamais.
Et je pourrais vous citer comme ça. Et donc, c'est là où, quelque part, il y a quelque chose où nous devons nous adapter. Le premier colloque que je fais, c'était à Onco-Aura, oncologie Rhône-Alpes-Auvergne. Et à un moment, les intervenants ont dit, bah oui, le patient partenaire un peu, mais juste là, mais pas longtemps. Et en fin de compte, quand on prenait tous les intervenants d'un hôpital, il y avait largement la place pour un patient partenaire. Le problème, c'est sa définition de poste, etc. Voilà, donc c'était juste ce compliment à ce que nous faisons tous et toutes. Alors j'allais dire toutes, j'ai un commentaire à faire qui va peut-être pas nous arranger. 80% des étudiantes qui font nos formations au niveau de l'UFPP, mais je le vois, ce sont des femmes. J'ai un problème, les mecs ne sont jamais malades, ou la prostate est un problème tabou. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est aussi quelque chose sur lequel, dans un monde, et désolé d'être un président masculin, mais où il y a un repositionnement légitime, sans parler au niveau des femmes, où les décideurs sont encore beaucoup des hommes, je suis au regret de voir le peu d'hommes qui viennent faire ces formations. Parce que quelque part, ça veut dire qu'il y a toute une partie de la population masculine qui n'entend pas et qui n'apporte pas sa pierre. Merci. Merci de vos remarques. Je crois qu'elles n'appellent pas de réponse, mais je pense que c'est des points. J'aurais bien voulu amener certaines des questions aussi que vous soulevez. Je pense qu'on aura l'occasion de le faire en fin de journée, au moment de la table ronde, parce qu'il y a effectivement en filigrane des questions assez essentielles à se poser. Voilà, mais l'heure du déjeuner est arrivée. J'aimerais remercier, pour terminer, nos 4 oratrices de cette session. Merci beaucoup. Vous nous avez montré toute la richesse des expériences et des projets en cours ici en France.